Professeur Hirsch, bonjour. Bonjour Valérie Expert. Vous êtes professeur d'éthique médicale, directeur de recherche en éthique de la faculté de médecine de Paris Sud. Emmanuel Hirsch, je voulais vous entendre ce matin parce que il y a beaucoup de questions qui sont arrivées, qui surgissent avec cette épidémie. La première, alors il y a beaucoup de thèmes qu'on va essayer d'aborder. La première, c'est autour de la chloroquine. Qu'est-ce que vous, professeur d'éthique, pouvez nous dire sur ce sujet, c'est-à-dire un professeur de médecine qui fait part publiquement de ses essais, d'autres médecins qui disent que les essais ne sont pas suffisamment concluants, des médecins qui disent nous on va le donner, d'autres qui disent nous on la donnera pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Sans faire de la critique, parce qu'aujourd'hui on a besoin plutôt de confiance que de mettre en cause ce qui se passe. D'abord, lorsque vous faites un essai clinique, il faut le faire selon des règles. On veut démontrer qu'une hypothèse, elle est valide, donc il y a des bonnes pratiques. Il y a des règles notamment pour protéger les personnes contre tout risque indu. Là, ce qui me frappe, c'est d'avoir une controverse publique dans un moment où la société elle est suffisamment fragile pour pas en rajouter des controverses entre experts. Premier point, donc, les règles doivent être respectées, mais effectivement, dans une situation d'urgence extrême, et notamment pour les personnes qui risqueraient de mourir faute d'un traitement, on peut envisager des dérogations. Vous avez une législation, une loi, la loi du 5 mars 2012, qui explique comment on fait une recherche selon des bonnes pratiques. Et puis vous avez une agence sur la sécurité du médicament, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, qui sont en capacité, avec les experts qui sont auprès du président de la République, de valider éventuellement un protocole qui serait pris selon des règles qui relèvent de l'urgence. Donc qu'on n'ait pas le sentiment qu'on va faire perdre des chances à des personnes. Il faut effectivement maximiser les capacités de la recherche, et pas uniquement pour la molécule que vous évoquez. Il faut y rassurer de manière discrète et avec les bonnes pratiques professionnelles, c'est-à-dire des règles très strictes, des protocoles dans l'urgence sont en train d'être développés, et peut-être qu'ils nous apporteront aussi des belles réponses. Alors je comprends qu'on ait besoin d'espérer, mais les effets d'annonce, vous voyez, quand vous avez des colloques ou des congrès de cancérologie et que vous apprenez qu'il y a le traitement qui va sortir dans les mois qui viennent et malheureusement qui ne vient pas, on voit que ça crée de la défiance, de l'insécurité. Donc il faut, à mon avis, de la responsabilisation, y compris d'un scientifique qui prend finalement en otage l'opinion publique, qui fait pression sur les politiques. Et j'ai beaucoup apprécié que le Premier ministre, lundi dernier, sur TF1, pose la question effectivement des controverses entre experts. À un moment donné, c'est aux politiques aussi d'apporter une régulation, mais avec une pression. Il a du mal, effectivement, à ne pas tenir compte de l'opinion publique. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent on nous cache des choses, en gros c'est un personnage iconoclaste, un petit peu frondeur, donc mais je veux dire un point important. Oui. Vous avez le président de la République qui a mis en place, qui a installé hier le CARE, le comité d'analyse, de recherche et d'expertise, avec une personnalité internationale, Françoise Barré-Sinoussi, qui a connu les années SIDA. Personnalité incontestable. Vous avez aussi, avec une autre instance, c'est le comité des experts auprès du président, Jean-François Delfraissy, qui est aussi une personnalité de haut niveau. Je veux dire par là qu'on a une expertise de gens scientifiques qui sont en capacité d'éclairer les arbitrages politiques. On ne nous dissimule rien. C'est pas de rendre public des controverses ou des incertitudes. J'invite vos auditeurs à lire la littérature, c'est-à-dire c'est sur des bases tout à fait fragiles, d'une vingtaine de personnes, dont certaines d'ailleurs dans le recrutement initial sont mortes depuis, que le professeur Raoult prend à témoin en quelque sorte l'opinion de l'importance de mettre sur le marché sa molécule. Encore une fois, j'ai pas envie de rentrer dans la controverse. Mais ce que j'ai envie de dire quand même aux auditeurs de Sud Radio, c'est qu'il faut faire confiance dans nos politiques et dans nos experts. Oui, mais on est dans une période... On est dans une période de défiance totale. C'est là où ce que vous dites est... C'est pas parce que vous êtes transgressif, vous dites que c'est une personnalité transgressive. On a besoin de chercheurs transgressifs. La recherche est par nature transgressive, puisque c'est trouver des nouvelles opportunités de traitement dans un contexte où on n'en a pas. Donc il y a toujours quelque chose de transgressif. Il y a des règles.
il y a des principes. Ouais. Il y a aussi à respecter des personnes qui risquent d'être, entre guillemets, victimes. Regardez tous les accidents de santé publique qu'on a eu ces dernières années et qu'on a reproché ensuite une certaine forme d'inconséquence des autorités qui devaient réguler. Donc moi je dis qu'on est tous impatients. On a tous envie que les gens soient sauvés, on a tous envie de passer le cap et que des traitements apparaissent. Mais les gens qui font de la critique aujourd'hui, d'abord qui se responsabilisent en assumant leur capacité de participation, non pas à la recherche, mais à la lutte contre le Covid-19, c'est-à-dire des gens restant chez eux. Et la critique, elle n'est pas de mise. Il faut faire confiance. On est aujourd'hui, je suis désolé, mais on a été dans la transparence depuis le début. On a été dans la proportionnalité des mesures. On a été dans la justice vis-à-vis des personnes les plus vulnérables. Alors, plutôt que de faire de la rhétorique et de la critique, que chacun assume ses responsabilités. Je suis sûr que les gens qui font de la critique sur on empêcherait une recherche, c'est faux. On n'empêche rien. Uniquement, pour que la recherche soit validée et qu'elle bénéficie au plus grand nombre, il faut qu'on respecte des règles de bonne pratique, que le développement soit un développement soit convaincant d'un point de vue scientifique. Même dans une période comme celle-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a des réactions de gens qui nous disent qu'est-ce qu'on perd à essayer, c'est finalement peu de risques par rapport... Non, ce qui est important, c'est pas ce qu'on perd à essayer, c'est ce qu'on perd à ne pas avoir des connaissances suffisamment valides pour savoir à qui s'adresse véritablement cette molécule, quelles sont les mesures à prendre, puisqu'on sait qu'il y a des effets délétères. Et on n'a pas le temps de raconter l'histoire, mais en 1987, il y a eu l'AZT qui a été proposé aux malades du sida. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la première molécule fabriquée. Pas bon. Mais les premières personnes qui ont eu l'AZT en sont mortes par manque finalement de connaissances sur le dosage, sur les effets secondaires, etc. Donc qu'on soit, c'est-à-dire conscient qu'il y a urgence, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de pression supplémentaire pour que nos scientifiques aujourd'hui aient conscience de l'urgence. Ils sont au taquet depuis le début, avec également une solidarité internationale, puisque dès le début, les scientifiques chinois ont mis à la disposition de la communauté internationale des savoirs. Donc il y a vraiment une mobilisation tout à fait extraordinaire, et créer de la dérégulation, créer de la pression, là où on a besoin de mesures progressives, mais dans un contexte effectivement où je pense que les autorités publiques, les conseils experts auprès du président de la République ont tout fait pour qu'on avance le plus vite possible. Mais vous savez, est-ce que la démarche du professeur Raoult, justement, de le mettre sur la place publique, n'a pas fait accélérer ces essais? Est-ce qu'il n'y a pas eu... Je veux dire, j'ai pas envie, vous m'invitez, j'ai du plaisir à venir dans votre bonne émission quand vous voulez, et je vous sortirai le fond de la question. Voilà. Mais par la suite, on n'est pas aujourd'hui dans un moment qui est un moment de polémique supplémentaire. Les drames humains que les gens vivent aujourd'hui... Je suis d'accord avec vous. Non, les drames humains que les gens vivent aujourd'hui, si vous avez un être cher qui est aux urgences ou qui est en réanimation aujourd'hui, vous avez besoin de savoir que les choses se passent d'une manière cohérente et avec des principes de justice, de justesse qui sont au rendez-vous. Et ces principes sont au rendez-vous. Donc ne créons pas une défiance en disant on nous cache tout, etc. Ça, c'est l'ambiance générale, indépendamment de la pandémie. On a toujours la critique des légitimités, de la critique des expertises, etc. Aujourd'hui, moi je parle en mon propre nom, j'ai une confiance absolue en ce qui se fait, et c'est pas parce qu'un médecin nous prend à témoin l'opinion publique et fait de la pression que sa molécule elle sera plus efficace. Qu'on le démontre. Jusqu'à présent, il y a des intuitions, il y a des impressions, mais il n'y a aucun élément convergent qui nous permet de dire que c'est la molécule miracle que les gens attendent tous. Il n'y aura pas de molécule miracle. La molécule miracle, c'est que les gens restent chez eux aujourd'hui et faillent de solidarité. C'est-à-dire qu'on défende la démocratie et que chacun témoigne aux personnes les plus vulnérables de la considération, y compris des personnes qui nous écoutent en ce moment et qui sont en prison, par exemple. Il y a 71 000 personnes qui sont en prison. Ils ont besoin aussi de savoir qu'ils ne seront pas les laissés pour compte. Ça, c'est plus important de controverser sur la recherche. Et M. Raoult, comme les autres, développent leur recherche dans l'urgence avec des moyens qui leur sont octroyés. Et on verra dans les jours qui viennent si les études comparatives sont concluantes ou pas. Je voulais qu'on aborde aussi en termes d'éthique, il y a des questions qui sont, pas autrement, qui sont tout aussi importantes. On parle du triage en réanimation. Ce mot est terrible. C'est le cas souvent des soignants quand il y a des catastrophes et puis de savoir quels patients on fait passer en priorité. Il y a aussi dans les EHPAD, on en parle beaucoup depuis quelques jours, ce triage qui est fait sur les personnes âgées. Alors, le mot triage, c'est pas le mot effectivement qui est le plus à la hauteur des enjeux. Vous avez des décisions qui sont prises. Alors d'abord, EHPAD,
vous avez 796 000 personnes qui sont dans des EHPAD. Quand vous voyez l'investissement des professionnels qui quelquefois se substituent à l'impossibilité de voir les proches, donc vous avez une mobilisation dans les EHPAD et c'est pas parce que vous avez plus de 85 ans que vous allez mourir. C'est pas parce que vous avez plus de 85 ans qu'a priori vous n'allez pas bénéficier d'une réanimation. Je veux dire par là qu'on ne caricature pas les choses. Le seul problème, c'est qu'avec la montée en puissance de cette pandémie et son impact sur la population, on est obligé de faire des choix dans un contexte restreint. Alors, un réanimateur, il fait des choix tous les jours. Il n'en fait pas pour beaucoup de personnes. Il a le temps aussi d'arbitrer ses choix, d'en discuter. Là, il y a des rationnels, c'est-à-dire que les auditeurs n'aient pas le sentiment que c'est en mettant le doigt dans l'air que les décisions se prennent. Elles se prennent difficilement parce qu'il y a déjà dans certains services, et on le voit par exemple en Alsace, une saturation, mais elles se font avec justice, c'est-à-dire les prérequis, c'est la capacité qu'une personne a de bénéficier d'une réanimation et de s'en remettre avec des conséquences quelquefois difficiles après. Donc il y a une évaluation au cas par cas, elle est faite selon des critères très très précis. Les sociétés savantes de réanimation ont rappelé les critères et adapté à la circonstance, mais effectivement il y a des choix à faire. En médecine de catastrophe, il y a aussi des choix à faire. La différence, c'est quand vous aviez les attentats en 2015, c'était une tragédie, mais sur un temps limité. Là, on est sur un temps indéfini, indéterminé en tous les cas, avec de la complexité, avec des tableaux cliniques invraisemblables qui justifient des hospitalisations, notamment en réanimation sur 19-20 jours. Donc effectivement, le réanimateur, les équipes, avec un consensus à trouver, décident de la personne qui pourra bénéficier le mieux d'un nombre de lits restreint. Pour aujourd'hui, par exemple, à Paris, région parisienne, et Martin Hirsch l'a fait apparaître ce matin, il en a rendu public la chose, il n'y a pas encore de choix, c'est-à-dire on a encore une capacité d'accueil, et toutes les dispositions qui ont été prises avec la création d'un hôpital militaire, avec tout ce dispositif au niveau national qui vise à ce que des personnes ne passent pas à côté d'une opportunité d'être guéries, on voit qu'il y a quand même un souci aujourd'hui de faire le moins mal possible. C'est ce qu'on appelle le préférable. Mais on n'a pas le choix. Et à un moment donné, il faut décider. La vraie question, c'est est-ce que les critères de décision sont justes ou est-ce qu'ils sont inéquitables? Et je pense qu'aujourd'hui, dans tous les services, on prend des décisions dures, quelquefois douloureuses, mais selon des critères équitables. Alors, on a une auditrice qui avait une question à poser. Marie, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, professeur. Bon, je suis ravie de passer à l'antenne. Je comprends tout ce que vous voulez dire. Ce que je veux quand même, avant de poser ma question, dire que tout ça exacerbe aussi la méfiance de tous les gens envers les politiques, les intérêts dans les laboratoires, etc. Voilà. Et on en est là aujourd'hui à cause de ça, justement, parce qu'on a vu trop de scandales jusqu'à présent. Voilà. Moi, je voulais vous demander, s'il vous plaît, est-ce que le fait d'avoir une fibrillation auriculaire fragilise? Moi, je ne suis pas compétent pour vous répondre, mais je veux répondre sur la première question. Oui. Là, vous êtes dans un moment de crise majeure. Oui. Vous voyez des gens qui se mobilisent à tous les niveaux de la société. Et la défiance, à mon avis, c'est plutôt à l'égard des gens qui ne se mobilisent pas et qui sont dans la critique systématique. Oui. Moi, ce que je dis, c'est qu'on fera les comptes plus tard. Là, pour l'instant, on est en pleine crise. Donc, il faut qu'on se renforce les uns les autres et qu'on développe plutôt une stratégie de la confiance. Il n'y a aucune raison de reprendre d'une manière systématisée toutes les considérations péjoratives qu'on a vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. S'il n'y a pas une industrie pharmaceutique, comment vous voulez qu'il y ait des molécules demain? C'est-à-dire que c'est facile de faire de la critique. Et voyez même que les industries pharmaceutiques, qui sont effectivement les pharma, se mobilisent. Et se mobilisent également en mettant des molécules gratuitement à la disposition des uns des autres. Se mobilisent au niveau de la recherche. Ce que j'aimerais, c'est qu'on oublie les rancœurs d'hier et qu'on travaille avec aujourd'hui. C'est-à-dire sur d'autres schémas de représentation. Encore une fois, on pourra faire la comptabilité demain. Mais regardez l'investissement, regardez les solidarités. Ce qu'on a besoin, c'est plutôt de soutenir la recherche, plutôt que de dire qu'ils font n'importe quoi, ou qu'ils ont des biais, qui sont des biais idéologiques, ou qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. La même chose vis-à-vis de l'industrie, la même chose vis-à-vis de la médecine. Si on crée de la défiance, on contribue finalement à ce que cette pandémie devienne également une crise de notre démocratie. Notre démocratie, le rendez-vous de la démocratie, c'est un rendez-vous au niveau de la cohésion nationale, au niveau de la confiance de nos politiques. Et moi, en tant que citoyen, je suis comme vous, un citoyen, il n'y a pas de professeur là-dedans, j'ai une confiance totale dans les décisions qui ont été prises jusqu'à présent. C'est pas les politiques qui ont décidé qu'il y avait le Covid-19, c'est pas les politiques qui ont anticipé, parce que c'était inanticipable l'amplitude que ça prend. Et je pense que les réponses mesurées au jour le jour, dans un contexte qui est quand même tragique pour chacun, sont des réponses dignes de notre démocratie.
À chacun d'être digne de notre démocratie plutôt que de déverser des critiques qui n'ont aucun sens aujourd'hui, qui ne font pas avancer les choses. Il faut être réaliste, concret, constructiviste. D'accord. Merci beaucoup, professeur Hirsch. On va vous laisser partir. Merci d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. On aura l'occasion, parce qu'il y avait d'autres sujets qu'on voulait aborder avec vous, de vous faire réintervenir. Merci infiniment. Merci à Marie également de nous avoir appelés. On est en ligne avec Lamine Garbi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, pardon, on vous a pris un petit peu plus tard, président de la Fédération hospitalière privée. Je voulais qu'on voit avec vous ce qui peut, comment la Fédération hospitalière, comment les cliniques privées contribuent à l'effort. Vous avez, il y a quelques jours, dit que vous étiez prêt à participer à cet effort. Aujourd'hui, comment est-ce que c'est organisé ? Si vous voulez, on a déprogrammé 100 000 patients la semaine dernière, 100 000 patients cette semaine dans nos blocs opératoires. J'entends bien sûr toutes les opérations qui n'étaient pas urgentes. Ça nous a permis de libérer de la place, 20, 40, 60 lits, il faut le dire, par établissement. Mais pas uniquement les cliniques, les soins de suite et de réadaptation aussi ont libéré de la place pour accueillir des patients atteints de Covid+. Aujourd'hui, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que nos établissements sont vides. Voilà, ils sont vides. Ouais. Donc on est encore aujourd'hui, encore aujourd'hui. Même dans le Grand Est, je suis en lien avec les réanimateurs matin et soir. Sur le Grand Est, nous avons encore comptabilisé 14 places de réanimation de libre. Alors c'est 14 places, c'est pas 1000 places, c'est 14 places. Mais je ne m'explique pas les TGV qui partent dans d'autres régions, je ne m'explique pas les avions qui partent dans le sud de la France ou sur Bordeaux, alors que sur Nancy et Reims, mais concrètement, le privé a des lits de réanimation vides et il peut accueillir... Mais alors pourquoi ? Eh bien voilà, c'est une belle question, je n'arrive pas à avoir de réponse, je n'arrive pas à avoir d'explication rationnelle, mais il faut alerter, il faut le répéter. En Île-de-France, c'est différent. Il y a une collaboration publique-privée qui a été mise en place. Le privé a accueilli des patients de réanimation, je dirais de réanimation classique. Le Covid étant pour l'instant sanctuarisé dans les hôpitaux publics, mais nous avons délesté les hôpitaux publics de réanimation parce que on le dit pas assez souvent, malheureusement, et c'est la vie. Il y a encore des malades qui nécessitent de la réanimation et qui ne sont pas porteurs du Covid. Il y a 60% de malades, voilà. Mais on l'oublie parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus malade. Voilà, on n'est plus malade. Mais si, il y a encore des blocs opératoires. Mais si, il y a tout. Il y a des gens qui ont qui font des infarctus, des AVC, qui ont des pathologies qui doivent être bien sûr. soignées. Mais quand vous dites nos cliniques sont vides, ça veut dire c'est insensé. Ah, complètement. Mais partout, même en région parisienne, même dans le Grand Est, là où Non, là, il y a une collaboration qui s'est mise en place et ça commence, je dirais, à se structurer. Mais on parle que de la réanimation, bien sûr, parce que c'est ce qui est anxiogène pour nos concitoyens, parce que réanimation, aujourd'hui, c'est synonyme un peu de mort. C'est-à-dire qu'il y a tellement, je dirais, de difficultés. Mais il y a des patients qui sont Covid+, et qui nécessitent une hospitalisation classique. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rester à domicile parce qu'ils sont atteints de la pathologie et des signes cliniques évidents. Donc, on peut les hospitaliser et on peut les garder pendant quelques jours, le temps qu'ils se remettent sur pied et qu'ils rentrent à domicile. Et heureusement, c'est la majorité des cas. Nos services sont prêts sur l'ensemble du territoire. Donc, il faut aussi que nos concitoyens comprennent ou qu'on leur rappelle que venir dans une clinique privée, vous n'avez pas à payer, parce qu'on me demande toujours, mais si je viens dans ton service d'urgence, est-ce que je vais devoir payer? Non, vous n'avez rien à payer, c'est solvabilisé par l'assurance maladie, par la sécurité sociale, et vous n'avez rien à avancer. On est solvabilisé par l'État. Donc peut-être le rappeler également que le 15 aussi régule vers les cliniques privées, régule vers les médecins libéraux. Nous sommes là et je le répète. Mais donc le 15 ne vous envoie personne, c'est ça? Ça va, tout va à l'hôpital qui est engorgé, on le voit, même lorsqu'il n'y a pas de tension Covid+, sur certains territoires, et c'est tant mieux, parce que l'exemple du Grand Est nous a permis aussi de réfléchir, comme le disait le professeur, on apprend chaque jour. Ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Donc ça nous a permis de nous préparer, ça nous a permis de libérer des lits, ça nous a permis également de récupérer ces fameux ventilateurs ou respirateurs de nos blocs opératoires pour upgrader nos services de soins continus que l'on a transformés en services de réanimation avec l'aide de l'ARS, l'Agence régionale de santé, je tiens à le souligner, qui nous facilite grandement toute la partie administrative, c'est-à-dire qu'on a des autorisations de réanimation
temporaire. Ça, c'est très bien et c'est dans le bon sens. Mais sur le terrain, et je suis choqué, vraiment choqué sur le terrain, nos services, et nous avons bien sûr le personnel qui attend. Donc c'est quand même un peu un non-sens. Mais que vous répond le ministre de la Santé ? Vous êtes en contact avec lui? Qu'est-ce qu'on vous dit? Bien sûr, mais je ne vais pas ennuyer matin, midi et soir notre ministre qui a bien évidemment... Non, mais enfin, c'est une question de vie ou de mort. Enfin, pardon d'être aussi brutal, mais si on manque de lits et que vous avez des lits vides, il me semble que c'est quand même... Problème, bien sûr, c'est un problème de répartition. Nous le dénonçons, ou du moins nous alertons en permanence les services du ministère, la Direction générale de l'offre de soins, bien évidemment, mais c'est un fait, c'est un constat. Donc j'espère que les appels que je peux lancer grâce à vous seront entendus. Le second appel que je tiens à lancer, c'est tout de même cette pénurie de masques, cette pénurie de protection et cette difficulté que nous avons dans les dépistages. Aujourd'hui, moi je demande que tous nos soignants soient dépistés systématiquement. Nous avons nos soignants, médecins, infirmiers en première ligne. Ils ne savent pas si potentiellement ils sont positifs. Lorsqu'ils rentrent chez eux à leur domicile, c'est carton plein. C'est tout l'appartement, toute la maison qui va être contaminée. Donc je veux bien qu'on soit tous confinés et merci à nos concitoyens de jouer le jeu parce que il faut arrêter, je pense, de stigmatiser le pauvre jogger qui va courir 1 heure dans la campagne avec son chien ou tout seul. Hier, j'ai dû rentrer de Paris sur Montpellier. J'étais au terminal 2F de l'aéroport. Nous étions 1000. Vous savez, madame, nous étions 1000 confinés. C'est cette photo qu'on a vue circuler. C'est cette photo qu'on a vue circuler que le docteur Marty a tweeté. Voilà. Vous confirmez avoir vu. C'est la mienne. C'est la vôtre. Oui, c'est la mienne de photo. Parce que personne ne me croit. Moi, j'ai posé la question à des gens du tourisme, etc. Personne ne m'a cru en me disant c'est un fake, c'est faux. Madame, cette photo n'est pas vraie. J'ai ma carte de vol. J'ai pris le vol Paris, Charles de Gaulle, Montpellier à 13h45. J'y étais, c'est ma photo. Et nous étions 1000. Voilà, nous étions 1000. La photo est hallucinante. Et c'est pas la faute des usagers, madame, parce que nous n'avions aucune consigne, alors que c'était quand même paradoxal. Pour passer le filtre de sécurité, nous étions tous, lorsque nous déposons nos vestes et nos ceintures et posons nos bagages, nous étions tous à 1 mètre. Je me suis dit, c'est parfait, les consignes sont respectées. Et je me suis retrouvé dans ce terminal 2F avec 1000 personnes dans un lieu qui était confiné, chauffé, ventilé. Donc on a tous pris hier une charge virale phénoménale. Donc merci à ADP d'avoir organisé si bien. Et c'est pas les usagers. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? On était tous entassés. Et puis j'ai senti une résignation. Donc c'était effroyable. Et cette photo, et comme on était 1000, je pense qu'on a d'autres qui ont pris des photos, elle est totalement véridique, c'est la mienne. Voilà, donc il n'y a pas de difficulté. Mais ça c'est ahurissant, c'est absolument ahurissant, parce que je sais que Libération a fait un check news qui n'est pas très clair en disant, on a posé la question à ADP qui a dit non, c'est pas vrai, il n'y a pas de vol, puis après ils ont reconnu qu'il y avait des vols, mais ils ont dit que, en gros, c'était la faute des usagers qui ne respectaient pas, mais enfin... Pas du tout, du tout, madame, rien n'était organisé, et une pensée pour les hôtesses qui faisaient le check de départ, elles n'avaient pas de masque. Je suis désolé, elles n'avaient pas de masque. Toute la journée, il y a eu des centaines de personnes qui sont passées devant pour tendre leur carte, leur pièce d'identité. Elles ou ils, bien sûr, n'étaient pas protégés. C'est hallucinant. Non, et par contre, là aussi, parmi nos concitoyens aussi, j'ai vu dans cette foule qu'il y avait certains concitoyens qui portaient des masques FFP2. Je leur dis, mais arrêtez de porter ces masques FFP2. Ils ne vous servent à rien. Laissez-les pour les soignants en réanimation qui n'en ont pas. Laissez-les à nos soignants en réanimation. On n'en a pas. On a entendu votre message et on vous fera réintervenir sur l'antenne parce que votre témoignage est absolument sidérant d'entendre qu'il y a des cliniques privées qui ont des lits de réanimation disponibles et qu'on ne vous les envoie pas. Donc on lance un appel ce matin au ministre de la Santé. Expliquez-nous pourquoi les cliniques privées ne sont pas mises à contribution. Merci beaucoup d'être intervenu, Lamine Garbi, ce matin, président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Pardon à Caroline Boudet, on vous prend
reprendra demain matin à 10h30 si vous êtes disponible. Caroline Boudet qui est journaliste, maman d'une petite fille trisomique. Je pense que vous êtes nombreux à avoir des enfants qui sont atteints d'un handicap et la situation n'est pas toujours très simple. Donc toutes mes excuses à Caroline Boudet. On vous prend demain matin à 10h30. Nous on se retrouve dans un tout petit instant et on va commenter tout de suite les différentes mesures et puis les injonctions contradictoires qui continuent de la part du gouvernement. À tout de suite.